Eh bien, regardez, à l'échelle internationale, la relation entre l'Inde et la Russie est la plus solide. Elle est historique, sans conflit d'intérêts, et bénéficie d'un soutien total des deux côtés. Et il y a un consensus complet dans ces pays. Maintenant, en Inde, qui est très divisée, il y a la droite, la gauche, le centre, les gens ordinaires, mais si vous demandez à n'importe qui sur l'échiquier politique, ils vous diront que la Russie en fait partie. Il n'y a pas de débat là-dessus, et cela doit continuer. On peut parler de l'Inde et du Pakistan, de l'Inde et de la Chine, mais sur l'Inde et la Russie, il y a ce consensus. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec la Dr Anuradha Chenoy, ancienne professeure et doyenne à l'École des études internationales de la prestigieuse université Jawaharlal Nehru en Inde. Anu, bienvenue à nouveau. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous retrouver, car il est vraiment nécessaire de parler de la politique étrangère de l'Inde, maintenant que tout est en train de changer. Nous venons d'assister à la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous venons d'observer ce rapprochement, ou nous assistons à ce rapprochement, entre l'Inde et la Chine. Quel est votre point de vue sur cette nouvelle relation avec votre grand voisin du Nord-Est? Eh bien, écoutez, bien sûr, les apparences montrent qu'il y a un dégel, et c'est effectivement le cas. Il y a eu un réchauffement parce que Modi s'est rendu en Chine après 7 ans. Donc, naturellement, c'est un événement majeur dans la politique internationale, étant donné que la politique internationale est en transition. Mais il y a beaucoup de choses derrière cela, beaucoup derrière le timing, beaucoup derrière le processus entre l'Inde et la Chine. Il y a des questions héritées du passé où, vous savez, il y avait un manque de confiance parce que l'Inde et la Chine n'ont pas vraiment réussi à délimiter cette très longue frontière qu'elles partagent. Il y a des différences de perception. Ces frontières ont bien sûr été créées par les colonialistes, les Britanniques. Ainsi, les Indiens voient les choses différemment, les Chinois aussi. Et le long de cette frontière, il y a déjà eu des escarmouches par le passé. Parfois, elles sont de faible intensité, parfois elles s'intensifient. La Chine utilise donc une sorte de politique de pression, de compromis, puis de pression avec l'Inde. Mais l'Inde souhaite vraiment améliorer les relations, même s'il y a eu une rupture de confiance. Maintenant, compte tenu de cette transition majeure, l'Inde et la Chine ont en fait commencé à prendre des mesures pour améliorer leurs relations en 2024. Ce n'est donc pas quelque chose d'immédiat, où Trump impose des sanctions ou Modi se précipite en Chine. Ces rencontres ont été très soigneusement préparées. Et l'autre chose, c'est que l'Inde et la Chine, malgré leurs différends, ont mis en place plusieurs niveaux de gestion des conflits. L'une est une réunion au niveau des commandants de corps à la frontière, un mécanisme de travail mis en place en 2012, et même si l'incident de Galwan a eu lieu, où des soldats indiens ont été tués, ainsi que quelques soldats chinois, même alors, en 2023, ces commandants de corps étaient présents sur le terrain, se faisant face. Ils ont eu 23 réunions. Donc, bien qu'il y ait eu un gel, cela continue tout de même. Mais la réunion la plus importante se tient à un niveau supérieur, celui des conseillers à la sécurité nationale, c'est-à-dire en Inde, le NSA, Ajit Doval, et en Chine, Wang Yi. Et là, auparavant, et je pense que M. Modi a été très clair sur le fait que s'il devait rencontrer le président Xi Jinping en marge de Kazan, il devait y avoir des concessions. Ainsi, il n'y a eu que la 22e série de discussions en 2019, puis soudainement une 23e série entre eux en décembre 2024.
À ce sujet, bien sûr, dans la presse, Modi a déclaré à Newsweek, par exemple, que les relations entre l'Inde et la Chine étaient très importantes et qu'il fallait régler la question de manière permanente. Les Chinois ont réagi, mais une date importante a été octobre 2024, lorsque le secrétaire aux Affaires étrangères a annoncé que la patrouille frontalière avait en fait rétabli les droits d'avant 2020 dans les zones sensibles à la frontière, et il a fait référence aux 4 D qui ont été mentionnés à plusieurs reprises, y compris lors des réunions 2025, désengagement, désescalade, discussion et désinduction. Donc, dans l'ensemble, si l'on considère les relations internationales et les questions frontalières, je pense que c'est aussi un bon modèle. Et ce modèle existait déjà avant la situation actuelle avec toutes ces sanctions. Ainsi, le réchauffement des relations a une histoire plus longue que la simple pression exercée aujourd'hui par les États-Unis sur l'Inde. Tu as raison, cela a une histoire plus longue. Mais la différence, c'est que tout s'est considérablement accéléré. Cette accélération s'explique par le fait qu'il est évident que les États-Unis ont déclassé stratégiquement l'Inde. Ce n'est pas seulement dû aux idiosyncrasies de Trump, dire une chose un jour et l'inverse le lendemain. À mon avis, il s'agit d'un véritable changement structurel qui est en train de se produire et il y a 4 ou 5 raisons, si l'on examine pourquoi les États-Unis ont déclassé stratégiquement l'Inde. D'abord, bien sûr, c'est à la fois personnel, politique et économique. C'est global. Ce n'est pas seulement personnel, comme le refus de Modi de soutenir le prix Nobel pour Trump ou de reconnaître les efforts de médiation de Trump dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. C'est plus que cela. Par exemple, Trump, lors d'une réunion de son cabinet, a déclaré « Eh bien, l'Inde fait plus de commerce avec nous que nous n'en faisons avec elle. » Et c'est vrai, l'Inde a un avantage majeur dans ce qu'elle exporte vers les États-Unis et ce qu'elle en reçoit. Et l'Inde applique effectivement des droits de douane. Elle protège son secteur agricole parce que 70% des agriculteurs les plus pauvres du pays dépendent des produits laitiers et de l'agriculture. Donc, si elle ouvrait son marché aux produits laitiers et agricoles américains qui sont fortement subventionnés, ce serait un coup dur et il y aurait un mouvement contre le Premier ministre. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, c'est une punition contre les BRICS. Il avait collé les États-Unis considèrent les BRICS et la multipolarité comme une menace. Et ils cherchent à contrer cela de plusieurs manières. Troisièmement, ils pensent qu'ils peuvent nuire aux BRICS de cette façon et faire pression à la fois sur la Russie et la Chine, peut-être offrir quelque chose à la Chine, car en réalité, ils ne négocient qu'avec ces 2 pays. Les autres ne sont que des figurants. De plus, ils ne veulent pas que l'Inde devienne une autre Chine. Après tout, ce sont les États-Unis qui ont permis à la Chine de devenir une économie de marché, de rejoindre l'OMC, de s'ouvrir et de transférer la production manufacturière, ce qui a conduit à cette montée en puissance. Ils ne veulent donc pas que l'Inde fasse la même chose. Il y a donc diverses raisons qui ont été exprimées dans différentes déclarations. Bien que je doive dire que l'idée selon laquelle les États-Unis ont rendu la Chine prospère est une vision très occidentale, n'est-ce pas? Cela ignore complètement l'agence chinoise. C'est comme dire « Oh, toutes les erreurs que nous avons commises, et donc ils sont devenus riches. Oh, tant pis. » Mais si l'on pense que c'est réellement la façon de penser là-bas, ce que je constate dans plusieurs publications, alors il est logique qu'ils essaient d'adopter une stratégie différente vis-à-vis de l'Inde. Cela crée cependant une énorme pression, bien sûr, pour que l'Inde et la Chine résolvent ces petites querelles insignifiantes. Peut-être une question de plus sur ces querelles, car les 2 pays sont immenses, gigantesques, et les zones frontalières dont nous parlons sont longues, certes, mais la zone contestée elle-même ne fait que quelques dizaines, 20, 30 kilomètres de chaque côté.
C'est comme si on se demandait pourquoi ces différents frontaliers sont si difficiles à surmonter pour des pays aussi grands. Est-ce en partie aussi parce que le gouvernement central ne contrôle pas totalement ce qui se passe dans ces régions? Non, je pense que tout d'abord, il s'agit des deux nationalismes. Vous savez, le nationalisme indien, qui aide les gouvernements à prendre le pouvoir, et le nationalisme chinois, qui possède également un écosystème et des trolls, etc., qui ne font pas confiance à l'Inde et ne veulent pas voir la Chine transférer de la technologie et des IDE, alors que l'Inde le souhaite. Et il y a une différence de perception même sur la multipolarité. Par exemple, la Chine pousse pour une économie et un ordre mondial multipolaire, ce qui est anti-hégémonie américaine. C'est contre l'unilatéralisme, c'est pour l'autonomie stratégique. Or, l'Inde bénéficie également d'un ordre mondial multipolaire, mais elle répète sans cesse qu'elle souhaite aussi la multipolarité en Asie. Et ici, les relations sont très asymétriques. La Chine est 5 fois plus avancée que l'Inde dans tous les secteurs. Mais en même temps, si l'on regarde maintenant, et c'est quelque chose d'intéressant que je n'ai pas vu apparaître d'autres analyses, si l'on examine la pensée de Xi Jinping tout comme celle de Mao et de Deng Xiaoping, il propose ces 4 initiatives mondiales. La première est l'initiative pour le développement mondial, lancée en 2021 et étroitement liée aux objectifs de développement durable de l'ONU. La deuxième est l'initiative pour la sécurité mondiale en 2022, qui évoque la sécurité commune et indivisible, et affirme qu'on ne peut pas avoir la sécurité pour un État si l'autre n'en bénéficie pas. C'est quelque chose que vous dites, quelque chose que les Russes disent et une centaine de pays l'ont approuvé et soutenu, les Africains et bien d'autres. Et la troisième était l'initiative pour la civilisation mondiale, selon laquelle ces grandes civilisations doivent pouvoir progresser. Et la quatrième, qui vient tout juste d'être annoncée lors de la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai par Xi, était l'initiative pour la gouvernance mondiale, qui évoquait l'égalité souveraine, le respect du droit international, la pratique du multilatéralisme, une approche centrée sur les populations et l'accent mis sur des actions concrètes. Ils ont donc ces 4 grandes initiatives mondiales qu'ils mettent en avant à chaque réunion. Et la conceptualisation globale est bien sûr la multipolarité et la mondialisation avec le libre-échange, non pas le type de mondialisation à l'américaine, mais une hégémonie anti-américaine sous l'égide de l'ONU. Donc il ne s'agit pas d'un ordre fondé sur des règles, mais d'un ordre fondé sur l'ONU. Si vous tenez ce discours et que vous ne vous entendez pas avec votre plus grand voisin, les gens vont s'interroger. Ce n'est pas que les Chinois souhaitent pas améliorer les relations. Mais là encore, il y a un problème pour rétablir les liens, car la Chine a répété à plusieurs reprises « Oublions la frontière et concentrons-nous sur le développement économique ». La géoéconomie est très importante. La raison en est que la Chine entretient une relation commerciale énorme avec l'Inde, 128 milliards de dollars, dont l'Inde accuse un déficit de près de 100 milliards. Donc, ils en tirent profit. Mais beaucoup de produits fabriqués par l'Inde, électroniques, etc., qu'elle exporte ensuite vers les États-Unis et l'Occident, les matières premières, les composants en aval, proviennent de la Chine, y compris les terres rares. L'Inde veut donc aussi cela. Elle souhaite des investissements directs étrangers. Mais en même temps, il existe des contraintes des deux côtés pour au moins réparer les relations. Mais l'Inde est restée ferme et elle a déclaré « Nous pouvons renoncer à cela si la question frontalière n'est pas résolue. C'est central pour nous. » Et c'est pourquoi, avant la réunion de l'OCS, lorsque Wang Yi est soudainement venu, et il faut dire que les événements internationaux sont très intéressants en ce moment.
Le 8 août, Trump annonce des droits de douane de 50%. Ensuite, je crois que le 6 août, non, le 8 août, il annonce qu'il y aurait une rencontre avec les Russes à Anchorage. Et le 14 août, Wang Yi vient ici et annonce que le Premier ministre Modi va venir avant même que les Indiens ne l'annoncent. Donc, il devait donner quelque chose. Et l'important, c'est qu'ils se sont mis d'accord sur la paix et la tranquillité. Il y a eu un consensus en 10 points entre Wang Yi et le conseiller à la sécurité nationale indien, je crois, ce qui est très important, car cela fait référence aux accords précédents, 1993-2005, où il y avait des accords mais qui n'ont pas été respectés. Les Indiens estiment avoir été déçus par eux. Les Chinois pensent, vous savez, que l'Inde rejoignait le Quad, qu'elle prenait trop d'importance et qu'ils méritaient pour toutes les raisons multiples qu'ils avaient. Donc, lorsque Wang Yi est venu, il y avait ces changements dans le système international. Et le ministre indien des Affaires étrangères a dit 2 choses importantes, que le Premier ministre a ensuite répétées, ce qui vient évidemment du bureau du Premier ministre, à savoir que les différences ne doivent pas devenir des différends et que la concurrence ne doit pas devenir un conflit. C'est aussi ce que nous défendons en tant que partisans de la paix et de la neutralité. Donc, voilà. Désolé, est-il juste de dire que ce que nous observons n'est pas nécessairement la disparition de ces différends antérieurs, mais plutôt un accord sur la manière de les gérer? Que nous subissons désormais une pression plus systématique ou systémique pour trouver des moyens et des voies permettant de maintenir la situation en dessous du point d'ébullition. Et les gens sont d'accord avec cela, car pour moi, l'OCS et les BRICS sont précisément les types de forums adaptés à cet objectif. Nous ne recherchons pas une paix parfaite, ni une harmonie parfaite, mais une paix au sens de différends ou de conflits gérés. Est-ce à peu près la direction que cela prend? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a donc un important aspect de gestion des conflits, mais c'est aussi un processus. La manière dont les 2 parties s'y conforment sera déterminante. L'aspect de conformité à ce que souhaitent les 2 parties, car auparavant, il y avait littéralement un pas en avant et un pas en arrière. C'est donc un processus. Mais maintenant, je pense que les 2 parties en voient la nécessité, car si l'on regarde l'histoire du Sud global, les pays qui ont adopté la neutralité, le non-alignement, et qu'on appelle aujourd'hui autonomie stratégique, se sont développés davantage que ceux qui ont connu la guerre. On le voit en ASEAN, en Chine, en Inde. L'autonomie stratégique faisait partie de la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, de la déclaration de Tianjin. Il y a donc ce processus. Nous espérons qu'il n'y aura pas de retour en arrière, mais personne ne le sait. Personne ne sait. Mais je pense que l'Inde est un très bon cas à observer, parce que ce n'est pas aussi vivement contesté que, disons, la Chine ou la relation sino-russe. L'Inde, d'une certaine manière étrange, est davantage courtisée. Même si ce que font actuellement les États-Unis n'a rien d'une cour, c'est plutôt l'inverse. C'est plus une tentative de vous enchaîner, et soit vous acceptez, soit vous serez puni. Mais malgré tout, l'Inde elle-même, Jaishankar, votre ministre des Affaires étrangères, l'a dit à plusieurs reprises. L'Inde fera ce qui est dans son propre intérêt, ce qui, à mon sens, indique aussi que nous devons regarder ce qui se passe encore dans le Pacifique, n'est-ce pas? Je n'ai entendu personne dire que l'Inde envisageait d'abandonner l'accord du Quad ou de renoncer à ses liens sécuritaires dans le Pacifique avec les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Comment voyez-vous cela évoluer? Avez-vous entendu quelque chose à ce sujet avec vos cercles? Oui, eh bien, l'Inde ne va pas abandonner le Quad, mais elle essaiera, et elle l'a déjà fait, de mener des exercices militaires avec ses partenaires. Mais elle essaie de se concentrer sur le climat. Et récemment, il y a eu une déclaration sur la santé et d'autres questions plus douces. Donc,
Ce qui est certain aussi, c'est que l'Inde ne fera jamais partie d'une alliance contre la Chine. Ils ont des accords avec les Américains, vous savez, l'accord sur les bases logistiques qui permet aux navires américains de faire escale et d'assurer leur logistique, etc. Mais ils ne prendront pas parti. Ils ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Et ils l'ont dit. Et l'autre point concerne Taïwan, qui est une question sensible. L'Inde a toujours affirmé qu'elle croyait en la politique d'une seule Chine. Mais depuis quelques années, elle a cessé de le répéter parce que la Chine, vous savez, délivre des visas agrafés aux personnes originaires de l'Arunachal Pradesh qu'elle revendique comme étant le sien. Donc l'Inde a arrêté de le répéter. Mais lors de la dernière rencontre, quand Wang Yi est venu, cela a été très clair. Wang Yi a dit que Jaishankar avait affirmé qu'il croyait en la politique d'une seule Chine. Mais Jaishankar a précisé qu'ils avaient seulement dit que leur position n'avait pas changé et qu'ils entretenaient certaines relations avec Taïwan, tout comme d'autres pays, y compris les Chinois, en ont. Oui, ce qui est tout à fait logique. Je veux dire, pourquoi voudriez-vous indiquer d'une manière ou d'une autre que vous avez une position forte, alors que même le partenaire, la Chine, entretient, vous savez, des relations commerciales et tout le reste, n'est-ce pas? Donc, mais c'est dans ce sens que nous sommes maintenant. Encore une question. Ce que nous avons observé au cours des 10 dernières années environ était très axé sur l'Asie-Pacifique, au point que de nombreux chercheurs, notamment américains et européens, ont également commencé à parler de l'Indo-Pacifique, de la stratégie Indo-Pacifique, etc. Beaucoup de ces discussions étaient centrées sur l'idée d'un espace maritime nécessitant une gestion du côté occidental, et plus précisément du côté américain, n'est-ce pas? Mais ce que nous voyons à l'OCS, et aussi, dans une moindre mesure, mais tout de même avec les BRICS, ressemble désormais pour moi à une poussée continentale dans le développement de la politique étrangère. Je pense surtout à l'OCS. Quelle est votre impression sur cette discussion continentale versus maritime en matière de géopolitique? Oui, encore une fois, tu as raison, car ce que les États-Unis ont fait, c'est qu'ils ont des accords en forme de réseau avec de nombreux pays de la région Asie-Pacifique, avec les Philippines, la Corée, le Japon et certaines îles, et ils poussent dans ce sens. Mais la situation a changé. D'abord à cause de la projection de puissance de la Chine. Ensuite, les Russes affirment qu'ils sont une puissance pacifique tout aussi importante, ce qu'ils sont avec Vladivostok. Et ils disposent de ce corridor Vladivostok, Cheney dans le sud de l'Inde, qui est actif avec le commerce maritime. Et aucun navire n'a été inquiété par les Chinois qui ont traversé. Donc, vous savez, il existe un autre quad, et ce quad est le corridor Russie-Inde-Chine. Et parfois l'Iran, parfois non. Ce sont des accords informels, mais il y a des possibilités que l'Inde utilise également, tout comme la Chine. Autre chose, je ne pense pas que la Chine prendra Taïwan militairement. Ils ne veulent pas de guerre. Mais si les États-Unis prennent une quelconque initiative, ils montreront leur capacité. Comme vous le savez, Deng Xiaoping a dit « Cachez vos capacités, attendez votre heure ». C'est ce qu'ils ont fait. Oui, je le pense aussi. Il n'y a pas d'appétit pour une guerre, à moins qu'elle ne soit inévitable. Donc la question est de savoir si l'autre camp poussera les choses jusqu'au point d'inévitabilité ou non. Mais permettez-moi aussi de vous interroger sur l'Inde et la Russie, car c'est l'autre aspect intéressant, n'est-ce pas? L'Inde, d'une certaine manière, a été contrainte de prendre position et de dire « Non, nous n'arrêterons pas nos importations de pétrole russe ». D'un côté, c'est peut-être insultant de poser la question, mais de l'autre, le pétrole russe est actuellement trop important. Et puis, on observe aussi le développement du nouveau gazoduc Force de Sibérie 2. Certains disent, certains spéculent que dans un avenir lointain, il pourrait aller jusqu'en Inde et aider à approvisionner l'Inde en pétrole russe.
Voyez-vous une telle évolution possible? Et comment interprétez-vous la position de l'Inde sur le pétrole? How do you interpret India's stance on the oil? Eh bien, regardez, à l'international, la relation Inde-Russie est la plus solide, historique, sans conflit d'intérêts, un soutien total des deux côtés. Et il y a un consensus complet dans ces pays. Maintenant, en Inde, qui est très divisée, il y a la droite, la gauche, le centre, les gens ordinaires. Mais si vous demandez à n'importe qui sur l'échiquier politique, ils disent que la Russie est un partenaire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et cela doit continuer. Donc, on peut parler de l'Inde et du Pakistan, de l'Inde et de la Chine, mais sur l'Inde et la Russie, il y a ce consensus. Deuxièmement, oui, le pétrole est très important. Et même dans le journal d'aujourd'hui, l'Indian Oil Corporation a déclaré que, vous savez, l'approvisionnement continue également. Mais j'ai aussi vu une déclaration affirmant que l'Inde a réduit ses importations de pétrole russe d'un petit pourcentage, tandis que ses importations de pétrole américain ont augmenté de 124%, ce qui signifie qu'ils essaient également de faire des concessions aux États-Unis. L'Inde peut absorber à la fois le pétrole russe et le pétrole américain. Et attention, c'est Janet Yellen qui a dit à l'Inde, oui, continuez à acheter du pétrole russe, car cela stabilise les prix du pétrole. Donc l'Inde n'achète pas seulement du pétrole russe. L'Inde a d'énormes investissements dans les champs pétrolifères de Sibérie. Énormes. Sibérie 1, Sibérie 2, l'ONGC, la Commission indienne du pétrole et du gaz naturel, ils ont du personnel en permanence sur place. Et ensuite, ils achètent en monnaie locale. Ainsi, la Banque de réserve de l'Inde a accordé à la Russie, et ils ont ce système appelé Vostro, où ces banques étrangères obtiennent une licence pour commercer dans leur propre monnaie. Et chaque semaine, une autre banque dans le monde obtient cette licence. Et la Russie, bien sûr, a été la première, car pendant la période indo-soviétique, il y avait le commerce roupie-rouble qui a permis à l'Inde d'économiser ses devises étrangères. Et l'Inde économise des milliards grâce à cela. Et le président de la Banque de réserve de l'Inde l'a dit. Il a dit, vous savez, ce serait dévastateur. Pourquoi devrions-nous arrêter notre croissance? Parce qu'au final, qu'est-ce que l'Amérique nous apporte? Oui, nous commerçons avec eux. Mais aujourd'hui, il a été dit que si les États-Unis bloquent et imposent ces tarifs, cela représentera moins de 2% de leur commerce. Ce n'est pas grave. Il y aura un impact, mais ils peuvent encaisser le choc. L'autre chose avec la Russie, c'est que pendant des années, ils ont été les principaux exportateurs de défense. Je pense que vous avez mentionné l'histoire et que les gens oublient qu'il y a eu une longue période d'antagonisme entre l'Inde et les États-Unis. Cela a commencé dans les années 1950, lorsque l'Inde a refusé de rejoindre le SEATO, l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, et le CENTO, l'Organisation du traité central, que le Pakistan a lui rejoint. Ils ont utilisé le Pakistan comme base. Ils ont essayé d'associer le Pakistan et l'Inde, ce qu'ils ont refait. Trump l'a fait après 25 ans. Ensuite, l'Inde a soutenu la lutte du Bangladesh en 1971. Les États-Unis ont envoyé leur 7e flotte dans l'océan Indien comme menace. Mais l'Inde ne s'en est pas souciée, et le Pakistan a été divisé en deux, ce que le Pakistan n'a jamais pardonné à l'Inde. Il y a donc eu une histoire de mauvaises relations qui n'a commencé à s'améliorer qu'à la fin des années 1990. Voilà ce que tout le monde dit, vous savez, depuis les 25-30 dernières années, au maximum. Et maintenant, tout cela peut être nuancé. Vous savez, il peut y avoir des ajustements, l'Inde va se couvrir, elle va tirer parti des opportunités. Mais elle ne veut pas compromettre ses relations. C'est cela, l'autonomie stratégique. Et certains commentateurs indiens disent que « Oh, l'Inde dépend du pétrole russe sous sanction, elle dépend de la technologie américaine. » Navarro a dit « Nous ne voulons pas envoyer de technologie à l'Inde, mais aussi des exportations indiennes vers les États-Unis. »
et ils vont dépendre des idiots chinois qui ne sont pas arrivés de cette manière. Mais il y a des échanges commerciaux et des discussions. Donc, tout ce processus se déroule à différents niveaux. Sommes-nous donc réellement en train d'assister, vous savez, à la fin du pouvoir structurel des États-Unis en Inde, mais aussi dans le Sud global en général? Parce que je pense qu'il y a 20 ou 25 ans, si les États-Unis avaient parlé de tarifs douaniers et de sanctions, seuls les pays les plus irréductibles n'auraient pas suivi. L'un d'eux était la Corée du Nord. L'autre, à l'époque, était l'Iran. Mais les autres auraient suivi. Ils auraient dû se conformer, en quelque sorte. Et nous sommes déjà à un stade où l'option de dire « très bien, alors non » existe désormais, n'est-ce pas? Absolument exact. Parce qu'il y a 25 ans, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et qu'ils étaient vraiment dans une mauvaise passe, l'Inde n'a pas cessé d'importer du matériel de défense russe. En fait, Moscou et Petrograd, ces deux villes, dépendaient de ces importations pendant plusieurs années. Ils étaient donc très reconnaissants envers l'Inde. L'équilibre avait changé. Et l'Inde a commencé à négocier avec les États-Unis et à vouloir plus d'échanges commerciaux. L'élite stratégique indienne, dans l'ensemble, est très pro-américaine. Leurs enfants y étudient, tout le monde dépend des visas H-1B, mais actuellement il y a une montée du racisme et une diminution du nombre de visas accordés. Donc, globalement, en ce moment c'est exactement ce que vous avez dit, ils ont des options. Ils ont de plus en plus d'options chaque jour pour dire aux États-Unis « Si vous ne prenez pas nos exportations, nous irons voir ailleurs. » Exactement comme l'a fait le Brésil. Ils ont envoyé leur café en Chine. Pour l'instant, la Chine ne s'est pas encore ouverte à l'Inde de la même manière, mais ils observent. Et l'Inde peut faire de même avec l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Bien sûr, il n'est pas facile de modifier les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur, la logistique, mais l'Inde a compris qu'elle devait diversifier. Elle ne peut pas faire une confiance aveugle aux États-Unis, ce qu'elle avait commencé à faire, parce qu'elle voulait vraiment opérer ce changement. Elle n'a jamais voulu devenir un partenaire subalterne, car les États-Unis n'ont pas de partenaires, ils ont des États clients. Tous, y compris, je pense, l'Europe. Absolument. Je veux dire, le plus grand client de tous, c'est comme un satellite à ce stade. Ce n'est plus seulement un client. Si tu as vu cette réunion à la Maison-Blanche, où ces 8 dirigeants étaient assis devant le bureau du patron, c'était une image folle. Et cela tourne en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux en permanence. Alors, en Inde, juste une question. Cette photo a-t-elle circulé? Les gens ont-ils eu l'impression que Trump a vraiment humilié les Européens? Est-ce ainsi que cela a été perçu? Oui, il a humilié les Européens. Il a humilié Zelensky, ce qui, je pense, a été plutôt bien accepté par de nombreux Indiens, car il s'est montré très humble et égalitaire avec Poutine. Ils ont aussi observé cela, la réunion d'Anchorage, et Poutine a été remis sur le devant de la scène. De toute façon, il est proche de ce que les Russes appellent la majorité mondiale, pas seulement le Sud global, mais il a mis Poutine sur un pied d'égalité. Mais nous ne savons pas vraiment si cela va continuer, étant donné l'augmentation des sanctions et des livraisons d'armes décidées par Trump, etc. Mais les Russes, je pense, j'y suis allée il y a quelque temps, et je pense qu'ils sont très clairs sur le fait qu'ils doivent mener ce combat seuls, et ils le feront. C'est une guerre existentielle, et ils sont prêts à la mener. Et il y a du soutien pour Poutine, peu importe ce que dit l'Occident, et leur économie semble, jusqu'à présent, plutôt bien se porter. Donc ils augmentent aussi, ils ont promis beaucoup de choses à l'Inde. Plus de pétrole, plus de transfert de technologie, des co-entreprises. Poutine va venir en décembre.
et vous allez voir l'Inde signer un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasiatique. Pas seulement avec la Russie, mais avec toute l'Union économique eurasiatique. Jaishankar a déclaré que le cadre pour cela a été convenu, donc il ne reste plus que la signature et quelques détails à régler. Contrairement à ce que les États-Unis ont fait, la Russie a déclaré que les produits agricoles indiens pouvaient être exportés vers la Russie. Ils ne disent donc pas « Nous allons exporter notre agriculture et vous pouvez continuer à avoir vos tarifs douaniers », mais plutôt « Vous pouvez exporter votre agriculture ». Il se pourrait aussi que de la main-d'œuvre indienne parte en Russie, ce que souhaite l'Inde. L'Inde veut donc beaucoup de choses aussi, mais elle doit faciliter le processus. Il y a des questions à régler entre les deux, bancaires, protocoles d'accord, etc. Mais c'est sur la table. Que pensez-vous de l'approche de l'Inde vis-à-vis de l'UMOPEWO, actuellement ou à l'avenir? Parce qu'on entend dire que le 19e paquet de sanctions sur lequel l'ULOPOWO travaille en ce moment pourrait inclure des sanctions secondaires, suivant l'exemple des États-Unis, et imposer des sanctions à l'Inde si celle-ci ne cesse pas ses importations de pétrole. Ce qui serait encore plus absurde que d'habitude, puisque c'est lui-même qui achète le pétrole à l'Inde. Exactement. Mais ce ne sont que des spéculations. Nous ne savons pas si cela se produira réellement ou non. Mais si les Européens devaient prendre de telles mesures, comment pensez-vous que l'Inde réagirait? Eh bien, écoutez, Trump a exercé des pressions. Il a dit aux Européens qu'il devait imposer des sanctions secondaires aux Indiens. Donc cela vient du plus haut niveau. Mais si l'Europe fait cela, ce sera très négatif, car chaque jour, il négocie l'accord de libre-échange. Même hier, il y avait des délégations en permanence. Ils sont bloqués sur divers points parce que l'Inde ne veut pas d'ingérence dans sa souveraineté, ni de clauses sur les droits de l'homme, les questions sociales ou l'ouverture du secteur laitier indien aux produits laitiers européens. Mais les négociations continuent et ils espèrent pouvoir le signer. C'est possible, mais ils n'accepteront pas de sanctions sur le pétrole. Cela pourrait stopper cet accord de libre-échange européen avec l'Inde, ou du moins y mettre un frein. Cela pourrait encore retarder les choses. De toute façon, ils négocient depuis environ 12 ans, donc l'Inde n'est pas pressée. Donc, en un sens, l'Inde n'est pas dans une mauvaise position pour simplement attendre et laisser passer du temps. Parce que l'une des choses que l'on observe de la part des États-Unis, c'est qu'ils essaient constamment de mettre la pression, n'est-ce pas? C'est une succession de délais, encore et encore. Et ils font cela. Ils essaient aussi de choisir un pays à la fois et de tout faire de manière bilatérale. Alors que la stratégie de l'Inde, avec les BRICS et l'OCS, semble être d'emprunter la voie multilatérale, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux commentateurs sont optimistes à ce sujet, alors que cela me désespère pour l'autre option. Car le multilatéralisme offre tout simplement plus de possibilités de créer des structures utiles. Oui, absolument. Et certains conseillers américains de l'administration Trump, comme Navarro, s'en prennent à l'Inde tous les jours, se montrant assez agressifs. Il a dit, et certains d'entre eux ont dit, que l'Inde reviendrait en rampant dans 3 mois, parce que cela va déjà impacter nos industries de taille moyenne et petite. Beaucoup d'entre elles, notamment dans le textile et le polissage de pierres précieuses, l'Inde réalise 80% du polissage de diamants dans le monde, vous savez, ainsi qu'une énorme quantité de textiles. Et tout cela est fait par des petites industries. Beaucoup de femmes travaillent dans l'industrie de la crevette et des produits de la mer, un secteur où l'Inde domine parce que la transformation est très complexe et que les salaires sont bas. Et les femmes qui effectuent la majeure partie du travail. Donc il y a une pression sur l'Inde, ils vont en souffrir. Ce qui a été suggéré, et la commission de planification indienne s'y penche,
c'est qu'ils arrêteront de taxer ces secteurs et les subventionneront jusqu'à la fin des négociations, tout en cherchant des moyens économiques d'atténuer les difficultés qui peuvent effectivement survenir et qui surviennent déjà. Donc, ce n'est pas que l'Inde va très bien et peut s'en passer. Après tout, il s'agit de 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Mais parmi cela, Trump a accordé des exemptions à certains secteurs dont l'Amérique a besoin, comme les produits pharmaceutiques. Les États-Unis n'auraient plus de médicaments s'ils imposaient des sanctions sur les médicaments indiens. Cela nuirait aux consommateurs américains. Tout cela, les vêtements, les chaussures, les pièces informatiques, les téléphones Apple. L'Inde n'est pas encore au niveau de la Chine, mais elle est déjà assez importante dans de nombreux secteurs clés. Donc, bien sûr, ça fera mal, mais ils devront voir quoi faire. D'accord, d'accord. Et y a-t-il, peut-être pour finir, dans le domaine de la sécurité, y a-t-il des inquiétudes concernant des interventions, à quelque niveau que ce soit? Parce qu'on en a déjà parlé, n'est-ce pas? Dans l'entourage immédiat de l'Inde, on a vu ces opérations de changement de régime, de type révolution de couleur, du Sri Lanka au Bangladesh, et quel était le troisième? Pakistan. Oui, le Pakistan aussi, bien sûr. Il y a déjà pas mal de temps, il y a plus de 3 ans, avec Imran Khan, qui a essentiellement été évincé par l'armée. Nous avons vu cela se produire, et nous savons qu'il y a au moins une certaine, sinon une implication directe, du moins une pression des États-Unis, pour écarter les personnes qui ne sont pas alignées. Y a-t-il encore des inquiétudes en Inde quant au fait que quelque chose de similaire pourrait se profiler? Il y a des inquiétudes, car on peut constater un changement dans la politique étrangère de Trump, où il a multiplié les gestes envers le chef de l'armée pakistanaise, qui contrôle en réalité la politique étrangère du Pakistan et non leur premier ministre. Premièrement, il a déclaré qu'ils étaient un partenaire dans les stratégies de lutte contre le terrorisme, ce qui concerne l'Iran, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Ils constituent une très bonne base pour les politiques américaines, ils l'ont déjà fait par le passé. Et l'Inde a toujours été préoccupée par cela, par le fait que Trump revient en Afghanistan, qu'il revient en Asie centrale. Retour en Afghanistan. Je n'ai pas saisi cela, dans le sens où, vous voyez, la Russie et la Chine, la Russie a reconnu les talibans. La Chine a cette initiative des nouvelles routes de la soie qui étend le corridor avec le Pakistan jusqu'en Afghanistan. Et il est possible que certaines voix affirment que les États-Unis ne peuvent pas simplement laisser l'Afghanistan devenir une base pour la Russie, la Chine et les forces islamiques, car c'est ce qu'il a été, c'est une zone géostratégique. Et donc Trump, il n'établira pas de base militaire directe ni de reconnaissance officielle, mais il est certain que la CIA et les Britanniques, etc., seront actifs dans cette région, et je pense que l'Inde le sait. Et ils craignent qu'il puisse y avoir une seconde guerre avec l'Iran. Et enfin, je voudrais simplement vous dire que si vous regardez la déclaration de Tianjin, de l'Organisation de coopération de Shanghai, je pense qu'elle est assez importante. Parce que premièrement, elle indique qu'ils vont créer la Banque de développement de l'OCS. Donc c'est en projet. Il y a eu des discussions à ce sujet et cela coïncidera avec la nouvelle Banque de développement des BRICS et peut-être, dans une certaine mesure, avec la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures des Chinois. Deuxièmement, les observateurs de l'OCS et les partenaires de dialogue fusionnent, ce qui élargit l'organisation. Ils sont tous devenus partenaires de dialogue. Ensuite, ils renforcent la coopération dans le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU. Ils développent des partenariats dans l'agriculture, le commerce, le tourisme et la médecine. C'est un secteur de collaboration très important. Ensuite,
Il renforce les réalisations scientifiques et technologiques ainsi que l'innovation. Ainsi, l'Inde utilisera le piège rhétorique. Vous avez dit cela, maintenant donnez-nous de la technologie. Et d'autres feront de même. Ils ont également déclaré qu'ils coopéreraient dans le secteur pour promouvoir le corridor nord-sud, qui passe par l'Iran, et le corridor est-ouest, qui est l'initiative BRI, et qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux. Et je pense que ce qui est très important dans le domaine du désarmement, car cela n'apparaissait pas autant dans les documents précédents, c'est qu'ils affirment être engagés en faveur de la non-prolifération. Ils appellent à un respect total de la Convention sur les armes chimiques et à une conformité totale avec le TNP. Ce sont donc de petits pas vers le désarmement dont ils parlent. Ils ont également exprimé une certaine volonté de coopérer dans le domaine militaire. Ils ont condamné le terrorisme et les doubles standards. Ainsi, la tendance générale, comme je l'ai dit dès le début, est celle de l'autonomie stratégique. Mais chaque pays a sa propre vision de son autonomie stratégique. La multipolarité, où il existe à nouveau des divergences, mais aussi des points communs. Il y a un ordre international fondé sur l'ONU et il n'est absolument pas question de revenir à l'unilatéralisme et à l'unipolarité. Oui, et un monde en noir et blanc. Et peut-être juste pour finir avec le Pakistan. Vous savez, l'OCS compte à la fois l'Inde et le Pakistan parmi ses membres, n'est-ce pas? Je veux dire, savez-vous, d'une manière ou d'une autre, comment fonctionne le dialogue au sein de l'OCS entre ces deux États? Par exemple, seulement quelques mois après s'être livré à une guerre, est-ce que cela aide aussi sur ce plan, au moins pour gérer un peu les relations? Non, je ne dirais pas cela pour l'instant, car l'Inde a beaucoup souffert du terrorisme. L'Inde a un gouvernement nationaliste hindou de droite et le Pakistan aussi. Donc, à moins que le Pakistan n'abandonne l'idée de vouloir reprendre le Cachemire est totalement hors de question pour eux, les relations avec le Pakistan restent mauvaises, voire gelées. Et il n'existe pas de mécanisme comme ceux qui existent avec la Chine. Car l'Inde considère ses relations avec le Pakistan comme asymétriques. Mais il semble que le Pakistan ait su tirer parti de ses relations avec les États-Unis et avec les Chinois de manière assez efficace. Imran Khan voulait exploiter ses relations avec les Russes la veille de son emprisonnement et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été mis en prison où il se trouve toujours. Le Pakistan en est, je crois, à son 23e rééchelonnement de la dette auprès du FMI. Les inondations les ont profondément touchés. Il y a donc beaucoup de problèmes et l'Inde n'est absolument pas disposée à les aider pour le moment. Oui, c'est dommage. Je veux dire, la coopération régionale serait utile. Mais bien sûr, là où il y a une faiblesse, il y a toujours des gens qui essaient d'en tirer profit. Mais c'était très instructif à nous. Pour ceux qui souhaitent lire davantage de vos analyses, vers quelle page devraient-ils se tourner? Eh bien, j'écris très régulièrement dans cette revue indienne asiatique appelée Economic and Political Weekly et j'écris aussi pour quelques journaux. Donc, s'ils cherchent mon nom sur Google, de nombreux articles apparaîtront et ils peuvent toujours m'écrire et je pourrai les leur envoyer. Certains sont en accès libre et d'autres, vous savez, nécessitent un abonnement, mais je suis prêt à leur envoyer quelques articles. Je mettrai les liens dans la description. Tout le monde, allez découvrir le travail d'Anuradha Shenoy. Anu, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup Pascal, c'est toujours un plaisir d'avoir cette discussion. Cela m'aide aussi à repenser certaines choses.